Bonsoir Monsieur Chibli. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard pour la première fois, je crois. Merci à vous de m'inviter, je suis très honoré. On parle beaucoup de vous d'ailleurs. Coralie Mollaret est avec moi également pour vous interroger ce soir. Mais donc je vais vous poser la première question. Coralie n'avait pas envie ce soir. Elle m'a dit non, c'est bien qu'on change un peu et que ce soit toi qui poses la première question. La première question qu'on souhaitait vous poser, c'est est-ce que Carole Delga c'est la meilleure ? Bien sûr, the first, the best, c'est la meilleure, oui. C'est la meilleure et je pense qu'elle sera encore meilleure pendant un moment. C'est une jeune, fait partie d'ailleurs cette jeune génération qui a prouvé qu'elle était en capacité en tant que femme de diriger une grande région. C'était pas forcément facile ce côté Est et je crois qu'elle a bien démontré qu'elle était en capacité. C'est la raison pour laquelle vous allez devenir son directeur de campagne pour les prochaines régionales. Je vois que vous avez des informations. Elle m'a effectivement demandé d'être son directeur de campagne, ce que j'ai accepté bien sûr. C'est beaucoup d'honneur. C'est aussi une grande responsabilité dans le contexte actuel que de diriger une campagne dans une région que l'on connaît, qui est immense. Donc voilà, c'est avec beaucoup de fierté, mais de la responsabilité. Quelles sont la nature de vos relations avec Carole Delga, puisque vous êtes élu régional? Vous auriez pu partir au sénatorial, vous auriez pu même être sénateur et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous restez avec elle? En fait, il y a plusieurs sujets. D'abord, je l'ai fait parce qu'elle m'a demandé de conduire, bien sûr, cette campagne pour 2021-2027, en fonction de la situation. Elle a demandé, bien sûr, à ce que je puisse rester à ses côtés. Le choix de rester sénateur et vice-président, ce n'est pas compatible. Et puis c'est un choix en fait de cœur et de conviction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je suis un peu un ovni dans ce milieu politique. J'ai commencé dans un parcours un peu différent de la normale. J'ai toujours considéré qu'il fallait respecter les électeurs. Respecter les électeurs, c'était de défendre mon bilan. Vous savez, moi j'ai été élu sur une liste, j'étais tête de liste dans mon département. Je m'appelle Kamel Chibli, c'était pas forcément facile. Dans une époque où on parlait beaucoup de la montée de l'extrême droite. Dans votre département, on rappelle, dans mon département, l'Ariège. bien évidemment, dans mon département de l'Ariège, et beaucoup considéraient que ça ne marcherait pas. Je considère que les habitants de mon département, mais aussi de la région, m'ont fait confiance et que la moindre des choses, c'est de leur présenter un bilan, mais peut-être aussi de leur dire que j'ai envie encore de les accompagner dans les prochaines années, avec l'engagement qui est le mien, vous l'avez rappelé Abdel, dans le monde du sport, dans le monde de l'éducation. Donc c'est quelque part une fidélité. Je vous rappelle que 90% des gens m'appelaient pour me dire mais il faut que tu ailles au sénatorial. J'ai plutôt choisi le choix du cœur et le choix de la conviction et du collectif. Avant de faire le bilan peut-être plus personnel concernant vos délégations, peut-être le bilan, Coralie, sur celui de Carole Delga, oui. À la tête de la région. Si vous devriez retenir 3 ou 4 actions phares et notamment qui touchent le Gard, quelles seraient-elles ? Sur le Gard, c'est la carte jeune généralisée, c'est les lycées neufs, je pense notamment au lycée de Sommières qui va avoir le jour dans un département qui en a bien besoin. Je pense aussi à ces petits clubs sportifs qui font la vie de nos quartiers et de nos villages. Parce que dans le département du Gard, il n'y a pas que Nîmes, il y a beaucoup de territoires ruraux que je connais de par mon histoire. Donc voilà, 3 actions fortes, les petits clubs, la carte jeune qui permet notamment à tous les jeunes de cette région et du département du Gard d'avoir un ordinateur gratuit, mais surtout d'avoir notamment un accès à l'école qui soit plutôt égalitaire. Un mot sur le lycée de Sommières, puisque vous en parlez. Ouais. Le maire de Calvisson est hors de lui parce que ses élèves, malheureusement, ne pourront pas aller au lycée de Sommières. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ? Je lui dis, mes collègues l'ont vu, Fabrice Verdier l'a vu avec le maire de Sommières, bien évidemment que c'est toujours frustrant, d'autant plus qu'il a contribué sur le plan financier, sur l'investissement. Vous savez, il y a toujours un choix difficile. Encore la sectorisation du lycée de Sommières est, je dirais, la moins compliquée. Mais effectivement, Calvisson, qui est en proximité avec Nîmes, et notamment avec la taille de la commune, ferait qu'il y aurait un déséquilibre trop important. Mais surtout, ça mettrait en situation du lycée neuf d'être déjà engorgé alors qu'il n'est pas encore créé. Donc voilà, je comprends très bien la frustration. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons de très bonnes relations avec lui et que nous allons continuer à se voir pour voir comment on peut accompagner tous les projets de la commune de Calvisson. Et je sais que c'est pas facile, mais je peux vous garantir que la présidente et moi-même, nous sommes très attachés à en tenir des relations de confiance. Sur le mandat de Carole Delga, qu'est-ce qui mériterait d'être approfondi, puisqu'on a compris qu'elle allait souhaiter renouveler son mandat à la tête de la région. Selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être approfondi encore ? C'est très difficile comme question, Abdel, parce que ça me met dans une posture un peu différente. Il faut être un peu objectif. Je ne le suis peut-être pas forcément. Je pense que c'est plutôt à mes contradicteurs de le faire, mais globalement, je pense que ce qu'il faudrait peut-être approfondir, un sujet majeur qui d'ailleurs voit le jour avec la question de la crise sanitaire, c'est les questions environnementales. Il y a eu un travail de fait qui est conséquent, un investissement de la région avec des cochets qui touchent de nombreux habitants, l'accompagnement des vélos électriques, des véhicules électriques. Mais je pense que sur la transition énergétique, notamment sur la partie citoyenne, sur la manière dont on se comporte, la question des déchets, la question du gaspillage alimentaire est un sujet à mon avis majeur. Et il faut qu'on continue parce qu'on ne peut pas faire comme si les choses n'évoluaient pas de façon négative. Le réchauffement climatique, ce n'est pas juste un fantasme, c'est une réalité du quotidien.
Donc je pense que là-dessus, il y a encore des choses à faire. Oui, mais concrètement, on change comment? Parce que la question d'Abdel, je la reprends. C'est aujourd'hui, vous allez vous présenter devant les électeurs. Comment vous allez les faire rêver très concrètement? Il y a eu l'ordi, c'est une action phare. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire très concrètement? Je vais vous faire, honnêtement, je ne vais pas maintenant à 6 mois de l'échéance régionale vous donner des grands principes. C'est court 6 mois quand même. 6 mois c'est court, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les électeurs et nos citoyens. Vous savez, on va lancer une plateforme bientôt, je vous le dis en avant-première. L'Occitanie en commun. Bien sûr, qui va permettre notamment de laisser les habitants, les acteurs associatifs, sportifs et autres participer, proposer un certain nombre de projets et d'idées. J'ai beaucoup confiance en l'intelligence collective. Mais alors, ne serait-ce que dans votre délégation, vu que vous connaissez bien vos dossiers, est-ce qu'on peut aller plus loin précisément sur quelque chose? On peut toujours aller plus loin. Ce qui est certain, c'est qu'on avait un pari très fou. Le pari fou, c'était d'harmoniser 2 régions, 2 territoires, pas forcément opposés, contrairement à ce qu'on peut dire, parce qu'il y a quand même des similitudes, même si le Gard, comme les Hautes-Pyrénées, sont l'extrémité de cette grande région, de cette grande région. Il y avait toute une harmonisation, mais en même temps, il fallait construire une politique nouvelle. On ne s'est pas contenté juste d'harmoniser. On a construit une politique nouvelle. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement la démarche. On parlait beaucoup du transport, qui est un sujet, la mobilité dans ce département, comme dans beaucoup de départements. Là, on va tendre sur la gratuité du transport, parce que ça paraît logique. Sur le transport scolaire, bien sûr, je précise. Mais sur la question du TER, il y a encore des évolutions à faire. La question des mobilités. La question du ferroviaire est un enjeu majeur sur ces territoires-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que la ligne droite du Rhône, de la rive droite du Rhône, il y a quelques petits inconvénients, parce qu'apparemment, on dit que la SNCF dit qu'il y a trop de ponts et qu'on ne pourra pas la rouvrir en 2021. On a aussi le problème de la 3e fois à Nîmes, qui relie la gare de Nîmes, Manduel et Nîmes Centre. On fait quoi sur tous ces sujets? C'est des sujets majeurs auxquels on est très attaché. Je peux vous garantir que mon collègue Gibelin, qui est plutôt Oui, j'en doute pas, mais au-delà de votre attachement, c'est vrai qu'on aimerait avoir des réponses un peu plus concrètes. Vous ne pouvez pas me demander aujourd'hui, à 5 mois de l'échéance, madame, vous donner le programme complet de la région Occitanie, comme ça, d'un claquement de doigts. Non, mais quelques mesures. Une ou deux mesures. Vous semblez connaître le territoire. Je connais très bien le territoire et je connais très bien mes dossiers. Me demander de parler de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait ensemble, je peux vous en parler. Vous donner aujourd'hui un petit peu un scoop, ce qu'on a une capacité de proposer, je ne le ferai pas. Par respect d'abord de mes collègues, de la présidente, mais aussi des habitants de cette région qui, je pense, ne sont pas dans une situation à l'heure où on parle, puisqu'on est en direct, Abdel. Je pense que les gens aujourd'hui sont plutôt concentrés sur leurs problèmes du quotidien. C'est comment vivre, auquel comment vous manger, pouvez répondre. Comment dormir, bien sûr, et comment, bien sûr, pérenniser ou éviter la création... Est-ce que si on élargit un peu le sujet, on dit beaucoup ces derniers temps que finalement cette élection en juin prochain de Carole Delga pourrait être une simple formalité. Est-ce que vous le partagez, ça, ou vous pensez qu'au contraire, il y a un véritable danger, notamment avec le Rassemblement national? Bien sûr qu'il y a un danger, et puis j'ai toujours considéré qu'il n'y avait aucune élection qui était gagnée d'avance. Alors ça, c'est la phrase très classique que vous sortez les politiques à chaque invitation. Mais je pense que pour le coup, quand vous voyez le sondage, qui est plutôt favorable à la sortante, dans un contexte où le Parti socialiste n'est pas notamment en bonne situation, ça reste fragile parce que vous avez un socle droite qui est important, un socle Rassemblement national qui est important. Quand je dis droite, excusez-moi, j'associe la République en marche, pour moi, qui pour moi ni plus ni moins que la droite, puisqu'on rassemble les deux, ça fait quasiment plus de 20%. Et puis une gauche qui, même si Carole Delga est en train de créer les conditions de rassemblement large, reste encore divisée avec le positionnement des écologistes qui ont choisi une option plutôt nationale, et je pense plus par calcul d'existentiel par rapport au présidentiel, de vouloir se compter, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un bon socle parce qu'il y a un bon bilan. On ne gagne pas sur un bilan, ça c'est une évidence. La question que vous m'avez posée à juste titre, le projet, on aura l'occasion de venir sur des actions phares, et il faudra effectivement pour les habitants du Gard, notamment leur donner des accroches fortes de l'ambition que porte Carole Delga, qui va être, à mon avis, beaucoup sur la question économie et l'emploi. Pour revenir à vos délégations, vous accompagnez bien évidemment le sport gardois, bien entendu les clubs d'élite, mais pas seulement, puisque la région est mobilisée et tournée vers la formation et l'apprentissage du sport. Comment finalement tout ça s'articule en temps de Covid? Parce qu'on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui le sport amateur est sous cloche. Comment la région continue à accompagner ces sports? Le sport amateur est totalement à l'arrêt, Abdel. Faut être clair, aujourd'hui la difficulté c'est que les jeunes ne sont pas dans les clubs. Les bénévoles n'y sont plus parce que c'est à l'arrêt depuis quasiment un an. Et puis les difficultés, les craintes économiques, parce qu'aujourd'hui, il faut déjà être en action. Parce que là, aujourd'hui, on réagit par rapport à la crise. L'action, c'est préparer le retour de septembre, de la saison prochaine. Parce que je considère clairement qu'il y aura, à mon avis, on est plutôt parti pour avoir une saison blanche. Donc la question, c'est comment on évite à ce que ces jeunes s'habituent à faire autre chose, parce qu'ils sont habitués à faire autre chose. Ça peut être la question Internet, smartphone, j'en passe et des meilleurs. Et comment on les ramène dans nos clubs. Mais aussi, la question, c'est la question financière. Vous avez vu vous avez maintenu les subventions. On a maintenu les subventions à tous les clubs, même s'ils n'avaient pas d'activité. Mais on a créé aussi un fonds d'urgence. Parce que le problème, c'est que le modèle économique des clubs sportifs, c'est quoi? C'est 80% privé, 20% public. La culture, c'est différent. C'est l'inverse. C'est grande partie institution, petite partie
privés. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, 30% de ces clubs ont perdu des financements privés. On parle de la jeunesse, peut-être un mot sur la jeunesse nîmoise, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que Nîmes, malheureusement, est entachée par des deuils liés au trafic de drogue. Alors, aujourd'hui, vous, quel est votre regard sur cette situation ? Et qu'est-ce que les collectivités, dont vous faites partie, parce que la région a aussi certainement son rôle à jouer, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Toutes les collectivités ont un rôle à jouer. En tout cas, tous les responsables politiques ont un rôle à jouer dans cette situation dramatique que connaît bien sûr Nîmes. Pas que Nîmes d'ailleurs, puisque Montpellier aussi, il n'y a pas très longtemps, on a des situations dramatiques. Bon, la question de la fermeté est une évidence. Il y a une question de fermeté, mais il y a aussi un accompagnement de toutes les structures associatives qui se sont senties totalement oubliées pendant de nombreuses années. Je ne dis pas que tout est dans la prévention. Clairement et la fermeté, mais il y a aussi le rôle des collectivités, notamment sur la partie prévention, et là on a un rôle à jouer, y compris sur ceux qui font un travail remarquable dans nos quartiers et dans nos cités. Mais vous, est-ce que, alors si vous êtes réélu ou dans le cadre de la campagne, est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Ça veut dire quoi ? Débloquer des financents pour des associations ? Lesquelles ? Les centres sociaux ? Ça veut dire qu'il faut accompagner les... Parce qu'il y a une urgence aujourd'hui. Il y a la limite de la compétence que les spectateurs ou téléspectateurs nous regardent ne connaissent pas, mais clairement ça veut dire consolider le modèle associatif. Vous avez des associations aujourd'hui qui sont totalement essoufflées parce qu'elles n'ont plus la force, parce que la plupart sont des bénévoles. Il y a quelques petits salariés mais ils ne sont pas énormes. C'est bien sûr la question des financements, la question de la pérennité, mais aussi la question de l'action concrète sur le terrain. Vous avez des associations aujourd'hui qui s'occupent de la parentalité, qui s'occupent des jeunes. Les clubs sportifs dont on parle dans les quartiers, s'ils n'étaient pas là, la situation que vous venez de décrire il n'y a pas longtemps, elle serait 10 fois pire. Donc il faut consolider ce modèle-là. Il y a la question de la fermeté qui est une évidence, parce que dans un contexte actuel comme celui-là, la question de la fermeté, elle est vraiment primordiale. Et la question des retours des services publics, par exemple, dans ces quartiers. Bien sûr, mais vous avez le même sujet sur la question des territoires ruraux. Les services publics ont totalement disparu, sont devenus des zones de non-droit. Donc à un moment donné, quel regard on porte sur ces quartiers-là ? Il y a aussi un regard qui est un peu discriminant, il faut aussi dire les choses. Et donc les collectivités que nous sommes, on a un rôle politique à jouer de présence, d'accompagnement, d'y aller aussi. Moi je dis à mes collègues élus souvent, allez sur le terrain, aller à la rencontre de ces acteurs. Quand on laisse ces territoires-là inoccupés par les services publics, mais aussi par la force politique, par les institutions, on voit bien que ça devient compliqué et dramatique. Au-delà des quartiers populaires, vous êtes en charge bien évidemment de la délégation jeunesse à la région. Comment la région, elle l'accompagne, là aussi, pendant toute cette période de confinement, pendant cette période où les universités sont fermées, etc. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes d'accompagnement des jeunes ? Oui, il y a des mesures concrètes. Alors à l'échelle d'une région qui fait 260 000 étudiants, c'est compliqué. On a des jeunes étudiants aujourd'hui qui sont dans un état de souffrance et de précarité. C'est d'abord des clés 4G pour être connectés. C'est le prêt, voire le don d'ordinateur pour des étudiants qui sont en difficulté. Mais c'est aussi clairement la difficulté même de se nourrir, de s'alimenter. Aujourd'hui, on a mis en place ces paniers, vous savez, ces denrées, en tout cas ces produits locaux, parce qu'on est très attaché à valoriser les produits de nos producteurs, qui sont la richesse de notre région, et notamment dans le Gard, il y a quand même suffisamment de produits locaux. Et c'est bien évidemment aussi, et c'est ce qu'on vient de lancer, la création de 300 jobs. Vous savez, beaucoup de jobs d'été, de jobs de restaurant, de beaucoup de jeunes étudiants, et moi je l'ai été et j'en connais beaucoup, qui malheureusement ne peuvent pas en profiter, qui grâce à cette aide-là, en tout cas ce job-là, peuvent financer leurs études, voire même parfois ils aident même leurs propres parents qui étaient en situation de difficulté. Donc la région y contribuera avec ces créations d'emplois pour ces jeunes étudiants, renforcer les équipes dont on a besoin dans notre collectivité, dans nos lycées, puisqu'on a aussi tout ce travail-là, et là-dessus, la présidente s'est engagée à recruter ces personnes-là. Ça sera une participation qui sera sûrement pas suffisante, mais qui contribuera à aider ces jeunes-là. Un mot peut-être sur la commune de Beaucaire, parce qu'entre Carole Delga et le maire Julien Sanchez, c'est loin d'être le grand amour. Alors, Monsieur Sanchez est plutôt content puisqu'il va recevoir 2 millions d'euros pour la réhabilitation de sa base nautique. Ne vous étouffez pas quand je vous parle de Julien Sanchez. Vous êtes déjà au courant, je suis très étonné. Je vois que vous êtes informé. C'est lui-même qui nous l'a dit. D'accord. 2 millions d'euros sur 7 millions, c'est assez, c'est ce qu'il voulait. Comment vous qualifiez cette aide ? Je ne sais pas ce qu'il voulait. Ce qui est sûr, c'est que c'est très important. La somme de 2 millions d'euros dont on parle, sur peut-être 500 ou voire plus subventions à l'échelle de la région, cette subvention de Beaucaire fait partie du top 10. D'accord ? Vous avez 4500 communes dans la région. Donc je peux vous garantir que ce projet, d'ailleurs moi-même je me suis déplacé pour voir. Il n'y a pas, vous savez, on n'a pas de discrimination, il n'y a pas de frontières. La démocratie, la République, elle n'a pas de frontières. Julien Sanchez a été... Il y a quand même eu un passif avec Carole Delga, bien sûr, elle a été condamnée. Hein. Mais vous savez, notre responsabilité politique, on a un maire qui a été élu démocratiquement, je ne partage en rien ses valeurs et ses idées,
Mais mon rôle et mon devoir, c'est de parler aux habitants de Beaucaire. Le projet sportif de ce site de l'Aviron est exceptionnel par son histoire. Il n'est pas dû à M. Sanchez, il est dû à l'histoire. C'est comme ça. C'est un site pour le département du Gard et pour les sportifs gardois. Il est nécessaire de valoriser. Il a été CPJ, Centre de préparation des Jeux Olympiques, et bien évidemment la région, parce que la région a voulu considérer qu'elle devait accompagner de façon bonifiée ces installations sportives qui sont de renommée nationale. C'est pour ça que M. Sanchez peut prétendre à 2 millions. Sinon, classiquement, il aurait eu peut-être une subvention de 500 à 600 000 euros. Donc je pense que c'est une très bonne subvention. Il est dans le top 10. Oui, pour pas dire le top 5, je vais le vérifier, je vous le donnerai en exclusivité à Objectif Gard. On dit un dernier mot, Monsieur Chibli, sur vos attaches aussi avec le département du Gard. Alors, elle est très grande cette région, mais par contre, vous avez des attaches ici, notamment avec Fourques, avec Saint-Gilles, c'est bien ça? Vous y avez de la famille? Est-ce que vous y venez souvent dans le département du Gard? J'y viens souvent d'abord par ma délégation. J'y venais souvent avant que je sois vice-président, puisque d'abord c'est un passage, j'allais dire obligé, c'est pas injurieux vis-à-vis des Gardois, parce que ma famille était d'Arles en fait. À Bariol. Et donc je venais très souvent, puisque c'était la seule famille que j'avais en France. Et je venais voir mon oncle et mes cousins à Bariol. Et en fait, Arles, parce que vous savez qu'Arles est très proche du Gard et de Nîmes. Et du coup, les uns et les autres ont construit à Saint-Gilles, à Fourques. Donc du coup, j'ai ma famille, effectivement, et je viens assez souvent. Quand je peux, en dehors de ma délégation, je fais en sorte de venir leur faire un petit coucou. Bon, et comme Carole Delga, qui nous l'avait laissé entendre quand on était parti à la région pour une interview à l'automne dernier, elle disait que Nîmes était la plus belle ville de la région, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Est-ce que vous trouvez que Nîmes est la plus belle ville de la région? Je trouve que cette ville est une des plus belles villes de la région. Après Beaucaire. Alors je ferai du politiquement correct. Beaucaire est une belle ville aussi. Hein. Oui. Mais Nîmes, je trouve effectivement qu'il y a un cachet. Il y en a surtout, en fait, ce qui est pas mal quand on vient du côté ouest, c'est la valorisation du patrimoine. Bon, d'abord, il y a un patrimoine historique ici, à Uzès, dans le département du Gard, regorge de patrimoine historique exceptionnel. Mais c'est vrai que les arènes de Nîmes, ça nous fait voyager. On pense tous à Rome, excusez-moi. Quand on ne connaît pas, on se dit, waouh, c'est magnifique d'avoir ce trésor-là au milieu de la ville. Donc forcément, et puis j'ai même un beau souvenir. Mais l'Ariège, quand même. C'est un beau département. Il y a quoi à voir? Parce que c'est votre département. Il y a les châteaux. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ariège, vous penserez d'abord que c'est un grand passage, notamment de résistants espagnols, pour connaître l'histoire. C'est l'histoire des Cathares, des châteaux Cathares. Je vous invite à venir parcourir les châteaux Cathares du département des Pyrénées-Orientales jusqu'à l'Ariège et découvrir ces magnifiques sommets enneigés ou pas enneigés et gambader avec les moutons. Ça ferait du bien aux citadins que vous êtes. Merci beaucoup, Kamel Chibli, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions.